Le Sahel ferme ses mines, Paris chancelle. Qui contrôle vraiment l'interrupteur de l'Europe? Cette crise ne se limite plus à des accords ou à quelques tonnes de minerais. Désormais, toute l'Afrique centrale bouscule l'ordre établi. La crise nigérienne dépasse la simple question de l'uranium. C'est un avertissement. La France, longtemps maîtresse de son énergie grâce au sous-sol africain, voit soudain son approvisionnement vital menacé. Pour la première fois, un pays du Sahel ose défier frontalement une grande puissance européenne. Aussitôt, le Mali et le Burkina Faso emboîtent le pas. Leur message: ces ruptures ne sont pas isolées, mais le point de départ d'un choc mondial. Dans l'ombre, la panique gagne Paris, puis Bruxelles, et même au-delà. Car derrière ce bras de fer sur l'uranium, c'est le contrôle de toutes les ressources africaines qui vacille. Les centrales nucléaires d'Europe, qui alimentent et chauffent des millions de foyers, dépendent d'un métal extrait du désert nigérien. Mais l'enjeu est plus large. C'est la souveraineté qui se joue, le droit de décider qui profite des trésors du continent. À l'échelle globale, cette rupture ébranle l'ordre hérité de la colonisation. Si le Niger, le Mali et le Burkina Faso réussissent, ils pourraient ouvrir la voie à une Afrique qui tient enfin les clés de son destin. Mais si leur pari échoue, le continent risque une nouvelle forme de domination, où d'autres puissances, plus discrètes, imposeraient leurs lois. Pour bien saisir l'importance de ce moment, il faut rappeler qu'au XXe siècle, ce sont déjà des ruptures similaires qui ont bouleversé la carte du monde. L'Inde en 1947, l'Algérie en 1962, ou encore le Vietnam en 1975. À chaque fois, la remise en cause de l'ordre colonial a provoqué des réactions en chaîne. Ce bras de fer dépasse la question de l'uranium. L'Afrique casse-t-elle véritablement ses chaînes ou ne fait-elle que changer de maître? L'histoire regorge de situations où l'émancipation apparente s'est transformée en dépendance déguisée. On se souvient du Zaïre de Mobutu, devenu le terrain de jeu de puissance extérieure après l'indépendance. Pour comprendre ce bouleversement, il faut plonger dans la mécanique secrète du marché de l'uranium et dans les coulisses d'un rapport de force inédit. Car derrière les discours officiels, une guerre silencieuse s'engage. Cette guerre n'est pas seulement diplomatique ou économique, elle est aussi culturelle, symbolique. Elle oppose deux visions du monde, celle d'un continent soumis à la loi des autres et celle d'une Afrique qui entend écrire ses propres règles. Pendant des décennies, l'uranium extrait du Niger a permis d'illuminer la France, tandis que Niamey, sa propre capitale, restait dans l'obscurité. Cette situation n'était pas un simple hasard, mais le reflet cruel d'un déséquilibre hérité de la colonisation, une injustice perpétuée par des contrats signés loin du Sahel. Il suffit de se rappeler les propos d'un ancien président français affirmant que, sans l'Afrique, la France n'aurait pas d'histoire au XXIe siècle. Cette phrase, lourde de sens, traduit une réalité. La prospérité d'un pays européen reposait en partie sur la spoliation de ses anciennes colonies. Tout tourne autour d'Orano, la grande entreprise française qui a succédé à Areva. Chaque année, des milliards d'euros d'uranium partaient vers les centrales françaises. Pour le Niger, à peine quelques dizaines de millions. Des miettes. La majeure partie des bénéfices disparaissait dans les comptes européens, tandis que la population nigérienne continuait de manquer d'infrastructures, et parfois même d'électricité. Ce contraste rappelle la situation de la République démocratique du Congo dans les années 70, où le cuivre extrait du Katanga alimentait les industries occidentales, alors que les Congolais vivaient dans la misère. Mais il y avait pire. La souveraineté du Niger se négociait à Paris, pas à Niamey. Les accords étaient rédigés dans des termes juridiques complexes, toujours à l'avantage de la France. Au fil des années, le pays s'est retrouvé prisonnier d'une domination économique qui ne disait pas son nom. Le même schéma s'est retrouvé dans d'autres pays africains. La Côte d'Ivoire avec le cacao, le Cameroun avec le bois, le Gabon avec le pétrole. Dans chacun de ces cas, les contrats favorisaient systématiquement les intérêts étrangers. Puis, en l'an 2023, un séisme se produit. Le général Tiani s'adresse à la nation. Il dénonce l'injustice, suspend les contrats. Le Niger relève la tête.
Pour la première fois, un État sahélien ose dire non à la France sur la gestion de ses propres ressources stratégiques. Cette annonce provoque une onde de choc. Sur les marchés mondiaux, le prix de l'uranium grimpe de près de 20% en quelques jours. Les analystes financiers s'interrogent. Le Niger va-t-il tenir? Va-t-il réussir là où d'autres ont échoué? À Paris, puis à Bruxelles, c'est la panique. Les investisseurs prennent peur. Les marchés européens s'effondrent. Certains analystes parlent même d'un choc historique. Si le Niger tient bon, d'autres pays africains pourraient s'inspirer de son exemple. En coulisses, les diplomates français multiplient les réunions de crise, tentent de convaincre leurs partenaires de soutenir la France. Mais la confiance est ébranlée. Le souvenir de la nationalisation du pétrole mexicain dans les années 30 revient à l'esprit. À l'époque, le Mexique avait défié les grandes compagnies étrangères et tenu bon malgré les pressions. Ce choix n'est pas sans risque. Le Niger, ses voisins, savent qu'ils peuvent perdre des revenus immédiats. Mais ils gagnent quelque chose de plus précieux, la maîtrise de leur destin, la possibilité de négocier d'égal à égal, et surtout une dignité retrouvée. Le Sahel, longtemps relégué à la marge, s'impose soudain comme acteur central, déterminé à ne plus être le simple fournisseur de matières premières à bas prix. Cette dynamique rappelle celle du mouvement des non-alignés dans les années 60, où des pays comme l'Inde, l'Indonésie et l'Égypte avaient cherché à échapper à l'emprise des blocs. Pourtant, la France ne s'avoue pas vaincue. Privée de ses mines, elle riposte sur le terrain juridique. Une nouvelle guerre mondiale s'ouvre, non plus avec des armes, mais à coups de contrats, de lobbying et de tribunaux internationaux. C'est la guerre des signatures et des clauses où chaque virgule peut valoir des milliards. Mais derrière ce bras de fer, une question s'impose. Qui, vraiment, contrôle l'uranium du Sahel? Et que représente ce minerai pour l'avenir de toute une région et du monde? Pour comprendre, il faut rappeler que l'uranium nigérien représente près de 40% de l'approvisionnement de la France et près de 25% de l'Europe. Sans lui, les centrales risquent de ralentir et la facture énergétique de millions de foyers pourrait exploser. À des milliers de kilomètres de Niamey, dans les couloirs silencieux de Washington, quelques juges tranchent le sort d'un pays africain, le Niger. Qui détient la vraie souveraineté lorsque l'uranium d'un territoire se négocie sur une table étrangère? Ici, ce n'est pas le fracas des armes, mais le poids du droit qui s'impose. Ce phénomène n'est pas nouveau. Dans les années 90, l'Argentine avait elle aussi été contrainte de plier devant les tribunaux internationaux pour la gestion de son pétrole. Orano, le mastodonte français du nucléaire, attaque l'État du Niger devant le CIRDI, une institution arbitraire liée à la Banque mondiale. Le motif? Niamey a rompu des contrats d'uranium jugés iniques. Mais, contre toute attente, le tribunal donne raison à la France. Le Niger perd, au moins pour un temps, la main sur son uranium. C'est un choc. La victoire d'une puissance coloniale, drapée cette fois dans la légalité internationale. Ce n'est pas la première fois. En 2018, le Venezuela avait perdu une bataille similaire contre une multinationale minière. Dans les rues de Niamey, la colère enfle. Sur les réseaux, dans les marchés, une question hante les esprits. Qui a donné à une cour lointaine le pouvoir de dicter la loi à une nation indépendante? Un tribunal basé à Washington, créé il y a plus d'un demi-siècle, peut-il vraiment décider du destin de millions de Nigériens? Le débat dépasse le juridique. Il touche à la dignité d'un peuple. Les débats dans les universités, les manifestations sur la place de la République, tout montre que la population est déterminée à ne plus subir. Les étudiants appellent cela le colonialisme légal, une chaîne invisible qui lie la souveraineté à d'anciens traités. Cette justice internationale, censée protéger les investissements, devient une arme pour préserver l'ordre hérité de la colonisation. Le Niger, ex-colonie française, pensait tourner la page. Mais le droit, forgé dans l'ère post-coloniale, permet toujours à Paris d'influencer son avenir économique. Cette stratégie a été observée ailleurs. En Indonésie, après l'indépendance, des contrats miniers signés sous pression ont continué de lier l'économie locale à des intérêts étrangers. Pour beaucoup, ce procès n'est qu'un symptôme d'un mal plus vaste. Car si le Niger plie devant le CIRDI,
C'est toute l'Afrique qui risque de voir sa souveraineté confisquée chaque fois qu'elle ose contester des contrats léonins. Derrière la façade des tribunaux, l'ombre des puissances continue d'orchestrer le pillage silencieux des ressources stratégiques du continent. On l'a vu en Guinée, où la contestation d'un contrat minier a valu au pays des années de litiges et de pertes financières. Ce bras de fer dépasse le cercle des juristes. C'est la scène d'une lutte pour une deuxième indépendance. Celle qui se gagne, non plus par la révolte, mais par la maîtrise des codes, des traités et des règles du monde. Les dirigeants nigériens, galvanisés par une opinion publique en ébullition, refusent de céder. Au contraire, la résistance s'organise. Le Sahel découvre que sa voix peut résonner au-delà de ses frontières. À l'Assemblée générale des Nations unies, des diplomates nigériens prononcent des discours qui rappellent l'époque des leaders panafricains comme Kwame Nkrumah ou Thomas Sankara. Pendant que certains célèbrent à Paris la montée du prix de l'uranium, au Niger et dans tout le Sahel, un mot d'ordre circule. La souveraineté ne se mendie pas, elle se conquiert, y compris sur le terrain du droit international. Les cours de droit, les séminaires citoyens, les campagnes d'information se multiplient pour éveiller les consciences. L'objectif, ne plus jamais signer un contrat sans comprendre ses implications. Mais ce combat juridique n'est que le prélude. Bientôt, de nouveaux acteurs africains élèvent la voix, prêts à remettre en cause les règles du jeu mondial. Des coalitions d'avocats, de militants et d'intellectuels se forment pour défendre l'intérêt général. Les réseaux sociaux deviennent le terrain d'une nouvelle bataille, celle de l'opinion mondiale. Quand le Sahel parle d'une seule voix, même Paris retient son souffle. L'alliance AES s'impose. Après tant d'années sous tutelle, une ère nouvelle s'ouvre. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso, longtemps isolés par la géopolitique et la pauvreté, forgent ensemble le pacte de souveraineté de l'Alliance des États du Sahel. Ce choix n'est pas qu'un refus des diktats extérieurs. C'est une déclaration de guerre à la dépendance, un serment de construire, enfin, un avenir commun et libre. À l'image de l'Union européenne dans les années 50, les pays du Sahel veulent faire front commun pour peser sur la scène mondiale. Dans les rues de Niamey, Bamako, Ouagadougou, la ferveur monte. Les foules scandent l'Afrique aux Africains. Les drapeaux fusionnés flottent, les chants résonnent dans les stades. Ce n'est plus un rêve lointain. La solidarité régionale s'incarne dans les gestes quotidiens. On organise des collectes de vivres, des artistes et radios célèbrent l'unité. Un souffle de résistance traverse le Sahel, plus puissant que jamais. Mais une nouvelle force entre en scène, la Russie. À Bamako et à Niamey, des projets inédits émergent. Des usines d'armement s'élèvent, des accords pour des centrales solaires ou des raffineries voient le jour. Les circuits économiques se réinventent. Le coton du Burkina Faso part vers l'Est, les céréales russes atténuent les pénuries, de nouvelles monnaies digitales perçent le monopole du franc CFA. La Russie n'apporte plus seulement des armes, elle devient un allié stratégique, offrant une alternative économique et énergétique inattendue. Ce rapprochement rappelle celui de l'Égypte avec l'Union soviétique dans les années 60, lorsque Nasser avait cherché à diversifier ses alliances. Face à cette poussée d'autonomie, l'Occident riposte. Les pressions diplomatiques redoublent, tentant de diviser l'alliance, d'isoler ses membres, de bloquer aide et investissements. Mais pour chaque menace, une nouvelle ouverture se crée. À chaque tentative d'isolement, une alliance inédite répond. On assiste à la naissance d'une diplomatie multipolaire, où l'Afrique n'est plus l'objet, mais le sujet des négociations. Le pari reste vertigineux. Si la solidarité cède, le Sahel pourrait retomber dans l'instabilité, perdre l'opportunité de maîtriser son destin. Mais si l'alliance tient bon, c'est la promesse d'une autonomie authentique, d'un basculement historique. Les peuples du Sahel, soudés par leur union, peuvent enfin espérer ne plus subir, mais agir. Cette dynamique s'inspire du modèle de la communauté andine, où des pays d'Amérique du Sud ont su défendre leurs intérêts face aux géants du Nord. Pourtant, une question demeure. Cette indépendance sera-t-elle durable, ou deviendra-t-elle une dépendance d'un autre ordre, venu d'ailleurs? L'histoire enseigne que les alliances sont fragiles. Après la chute du bloc soviétique,
de nombreux pays africains se sont retrouvés isolés, faute d'avoir anticipé l'après. Mais derrière cette alliance affichée, un autre jeu d'ombre se dessine. Les enjeux de l'uranium, eux, restent plus brûlants que jamais. La fin du néocolonialisme est-elle concevable sans un bouleversement intérieur profond? Beaucoup réduisent la crise du Sahel à un simple affrontement autour des ressources minières. Pourtant, cette crise agit comme un miroir sans pitié. Qui tient les rênes? Qui décide? Et surtout, qui tire véritablement profit des richesses africaines? L'indépendance politique, seule, reste un mot creux si elle ne s'accompagne pas d'une émancipation économique et technologique tangible. Depuis plus de 60 ans, nombre de pays africains ont parfois troqué une tutelle contre une autre, restant prisonniers de mécanismes hérités de l'extérieur. Désormais, la rupture ne peut s'opérer qu'à condition que les États, mais aussi la société civile, s'approprient savoir, outils et marchés. L'exemple du Rwanda, qui a misé sur l'éducation et la technologie pour transformer son économie, montre qu'un changement profond est possible. Cependant, attention au piège du vide. Le départ d'une puissance ne signifie pas forcément la liberté. Le risque, c'est de tomber sous la coupe de nouveaux acteurs, russes, chinois, turcs, moyen-orientaux, qui, derrière d'autres drapeaux, pourraient imposer les mêmes règles. L'uranium et le pétrole attisent déjà leur convoitise, chacun avançant ses pions. La véritable victoire ne sera pas le remplacement d'un maître par un autre, mais la capacité d'imposer ses propres conditions et de négocier à armes égales. L'histoire du canal de Suez, nationalisé par l'Égypte, mais convoité par l'Occident et l'Union soviétique, illustre ce dilemme. Mais l'histoire récente apporte aussi l'espoir. Le Botswana, par exemple, a redéfini la gestion de ses diamants pour financer santé et éducation, plutôt qu'enrichir des intérêts étrangers. L'Éthiopie investit massivement dans ses industries pour rompre avec l'exportation à bas prix de matières brutes. Même au Sénégal, la transparence accrue dans le secteur gazier inspire toute la sous-région. Ces exemples montrent que la réussite passe par l'innovation institutionnelle, la transparence et l'implication citoyenne. Ces exemples prouvent que la prospérité n'est pas un privilège du Nord. Lorsque volonté politique, compétences techniques et exigences citoyennes se conjuguent, les ressources deviennent moteurs d'un développement partagé. Mais l'Afrique a besoin d'élites neuves, formées, intègres, capables de résister à la corruption et de défendre l'intérêt collectif sur le long terme. La Corée du Sud, autrefois aussi pauvre que le Ghana, a su miser sur l'éducation et l'intégrité pour devenir une puissance industrielle. Pourquoi pas l'Afrique? Cela suppose aussi un réveil citoyen. La souveraineté ne se décrète pas d'en haut. Elle s'entretient chaque jour par la vigilance, l'éducation et l'engagement populaire. Les jeunes générations doivent comprendre que l'avenir du continent se joue autant dans la maîtrise des chiffres que dans les urnes ou dans la rue. Les mouvements étudiants, les ONG locales, les start-up technologiques jouent un rôle croissant dans la transformation du continent. Le Sahel aujourd'hui lance un cri d'alarme. Il peut devenir le laboratoire d'une renaissance si ses dirigeants transforment la colère en réformes solides et durables. Sinon, il restera un avertissement. Sans transformation profonde, les vieilles causes produiront les mêmes effets et le rêve d'indépendance sombrera dans l'oubli. Le cas du Zimbabwe, autrefois espoir d'émancipation, aujourd'hui miné par la corruption et la mauvaise gouvernance, sert de leçon. Mais cette quête de souveraineté ne se joue pas seulement dans les palais présidentiels. Sur le terrain, la bataille pour le contrôle des ressources se mêle à celle de l'information, des alliances et des perceptions. L'influence des médias, la guerre des narratifs, la capacité à convaincre l'opinion internationale deviennent des armes aussi puissantes que les mines ou les contrats. Lors de la crise du pétrole en 1973, les pays de l'OPEP ont utilisé la communication pour faire entendre leur voix. La vraie indépendance commence le jour où l'on refuse de jouer le rôle qu'on nous attribue. Alors, de quel côté de l'histoire choisirez-vous d'être? Ce qui se joue aujourd'hui au Sahel dépasse de loin une simple lutte pour des ressources ou des contrats. Il s'agit du droit de choisir, de tracer sa propre route dans un monde qui bascule. Le Niger, le Mali, le Burkina Faso refusent désormais d'être seulement des pièces sur l'échiquier des autres puissances. Ce n'est pas un chaos sans but.
Ce n'est pas une rupture vide de sens. C'est une tentative, risquée mais déterminée, de réinventer leur ordre économique et juridique. Ils veulent contrôler leur uranium, leur or, leur sol, pour que la richesse ne s'évapore plus vers Paris ou Londres, mais serve enfin leur peuple, leur projet, leur avenir. À l'image des pays scandinaves qui ont su transformer leurs ressources pétrolières en fonds souverains profitant à tous, le Sahel aspire à un modèle inclusif. La souveraineté, ici, ne se résume plus à un drapeau ou un hymne. Elle devient la capacité de dire non, non aux contrats imposés, non à la justice des autres, non à l'idée que la prospérité ne serait jamais qu'un mirage. Ce n'est pas un repli, mais une invitation à repenser les règles du jeu mondial. Les initiatives de coopération Sud-Sud, les universités panafricaines, les réseaux d'entrepreneurs africains montrent que la révolution est en marche. Les capitales occidentales observent, inquiètes, parfois cyniques. Beaucoup parlent d'une seconde indépendance. Après la liberté sur le papier, vient la bataille pour l'émancipation réelle. Celle qui passe par la maîtrise des ressources, la formation de nouvelles alliances, la construction d'institutions adaptées au contexte africain. Les expériences passées, comme l'échec de la Fédération du Mali dans les années 60, rappellent que le chemin sera semé d'embûches. Le vrai risque, c'est de croire que rien ne change. Ceux qui ferment les yeux sur ce basculement risquent d'être balayés par la prochaine révolution géopolitique. Car la question n'est plus seulement qui possède quoi, mais qui décide. Et cette fois, les peuples du Sahel veulent répondre eux-mêmes. Les forums citoyens, les conférences internationales, les initiatives régionales sont autant de signes que la société africaine prend son destin en main. Regardez bien, l'Afrique n'est plus un simple décor, mais un acteur qui redéfinit la souveraineté. Ce qui commence dans le désert pourrait bien bouleverser l'ordre mondial tout entier. Comme le dit un proverbe africain, « Quand les racines sont profondes, il n'y a aucune raison de craindre le vent. » La vraie indépendance ne se donne pas, elle se conquiert. Cela commence par l'éducation, la justice, la transparence et la capacité à imaginer un futur différent. Le Sahel, avec tous ses défis, ouvre la voie à une Afrique debout. Restez attentifs. La prochaine étape de ce mouvement pourrait surgir là où on l'attend le moins. Peut-être dans une réforme éducative au Tchad, un projet agricole en Mauritanie ou une révolution numérique en Côte d'Ivoire. L'histoire n'est jamais